Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. En Côte d'Ivoire, dans les années 60 et 70, un slogan tenait fièrement l'économie du pays, à savoir le succès de ce pays repose sur l'agriculture. L'agriculture a été et est encore pour de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest la principale source de revenus pour les populations et le principal secteur pourvoyeur d'emplois. Mais voilà, cette agriculture semble aujourd'hui dépassée et peu rentable pour les producteurs. Alors il se pose avec acuité la question de l'amélioration des politiques agricoles pour relancer ce secteur en Afrique. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Serge Patrick de Souza, consultant politique. Merci encore d'être avec nous. Merci M. Soumao et je salue tous les téléspectateurs. Et avec nous ici sur ce plateau, Alain Serge Kouadio, vous êtes consultant développement RSE, ESG, développement local. Merci d'être avec nous. Merci M. Stéphane, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télé. Alors, messieurs, on parle beaucoup d'agriculture, de renforcement des politiques agricoles ces derniers temps. Dans les années 70-80, en Côte d'Ivoire, on donnait beaucoup ce slogan, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut affirmer encore ce slogan? Est-ce que l'agriculture tient les économies en Afrique de l'Ouest? Oui, tout naturellement. C'est vrai qu'après, il y a le volet industrie qui est en plein essor. Mais nous sommes dans des pays qui sont majoritairement agricoles parce que nous sommes plus tournés vers la production des ressources. On ne transforme pas, on est toujours porté vers l'exportation et l'importation, surtout des produits finis, des matières finies. Donc l'agriculture, ce n'est pas le fait seulement de sortir de ce qu'on plante, mais c'est aussi tout le processus qu'on essaie de mettre en exergue, notamment la production des semences, la production des produits phyto, tout ce qui touche en tout cas le volet de l'élevage, le volet, je sais pas moi, en tout cas tout ce qui touche le volet alimentaire. Je dis en gros alimentaire, c'est tout cela qui touche, qui concerne l'agriculture. Et en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les pays frontaliers, on se rend compte que 50%, plus de 50% des ressources en termes d'emploi sont majoritairement dans le secteur agricole. Même lorsqu'on essaie d'aller un peu plus loin avec les questions de foncier, les questions d'extraction des ressources minières, il y a forcément un volet agricole qui est touché parce que les populations ils vivent en majorité en zone rurale et généralement, c'est de la terre que ces populations-là se nourrissent. Et comme les différentes formations académiques qui sont proposées dans les universités ne sont pas au même niveau de diapason que les États, les grands états de transformation, les puissances industrielles en Afrique, c'est tout naturel que la première force que nous avons, c'est tout naturellement ce que la terre nous offre, donc l'agriculture. Mais quand on parle seulement d'agriculture, on a vu un peu dans les années 70, l'Afrique était, on va dire, au devant de la scène en matière de production. Des pays comme la Corée, le Vietnam venaient regarder un peu ce qui se faisait ici en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on constate que ces mêmes pays d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui vont importer du riz du Vietnam, de la Corée. Ces pays-là ont su se développer. Est-ce que l'Afrique n'a pas réussi à suivre le développement ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les autres qui sont allés trop vite, c'est l'Afrique qui a régressé. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des politiques agricoles? Monsieur Stéphane, avant de répondre à cette question, permettez-moi de rebondir sur la première question que vous avez posée. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Je pense que ce slogan est toujours d'actualité, d'autant plus que notre économie est détenue à hauteur de 35% par le secteur primaire. Ça veut dire que notre économie n'est pas encore industrielle. Quand on sait que le secteur industriel est toujours encore au stade embryonnaire. De plus, nos produits qui sortent de nos industries ne sont pas des produits compétitifs. En ce qui concerne la question que vous venez de poser, c'est une question qu'il faut suivre avec beaucoup plus d'acuité. Dans la mesure où, dans les années 60, la Côte d'Ivoire et principalement plusieurs pays d'Afrique subsaharienne qui ont pratiquement les mêmes caractéristiques, et je dirais d'Afrique ou pédoclimatique, avaient pratiquement les mêmes ambitions en termes de production vivrière, en termes de performance agricole. Mais aujourd'hui, il se trouve que les pays d'Afrique subsaharienne, tels que la Côte d'Ivoire et autres, se tournent vers les pays asiatiques, notamment pour l'importation du riz. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La problématique est très simple. On n'a pas eu une volonté politique. Sinon, en Côte d'Ivoire,
toutes les conditions sont réunies pour produire du riz, par exemple. Toutes les conditions sont réunies pour produire des produits vivriers. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre les niveaux des pays asiatiques? C'est parce qu'on n'a pas une volonté politique pour le faire. Pour moi, c'est la véritable problématique. Sinon, que vous allez au centre-ouest, à l'ouest, il y a des bassins rizicoles que l'État de Côte d'Ivoire, à travers des politiques agricoles, peuvent exploiter pour redynamiser un tel secteur et nous mettre à l'abri des importations et d'être de moins en moins dépendants de ces pays. Aujourd'hui, si ces pays connaissent des crises où il y a des crises internationales, on voit les répercussions que ça automatiquement sur nos différentes économies. La crise en Ukraine est une illustration parfaite de cette situation. Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de renforcer ou de booster ces politiques agricoles? C'est très simple. Pour booster ces politiques agricoles, il faut une volonté. Quelle est la politique de nos États africains en matière de production agricole? Donc, à partir du moment où on définit une politique, c'est quoi? C'est un ensemble de mécanismes qu'on met en place, structurés par des objectifs, un calendrier bien défini, un plan pour atteindre une production optimale ou maximale. Mais à partir du moment où cette politique n'est pas mise en place, on ne peut pas produire des résultats. Aujourd'hui, dans nos continents africains, les secteurs stratégiques tels que les secteurs de riz sont détenus par des grandes familles qui préfèrent mettre en place un système de sorte à ce que par l'importation, elles puissent avoir des marges bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est l'une des plaies sur cette difficulté. J'avais même dans le temps écrit un document sur les, comment on appelle ça, qui était paru dans un organe de presse en ligne sur les grandes familles qui possèdent les grands secteurs stratégiques de nos économies. C'est l'une des plaies de nos économies. Oui, mais sur cette question des grandes familles qui détiennent les secteurs économiques, c'est pas que l'Afrique n'est pas je vais dire, la seule partie du monde où ce sont des familles qui détiennent les décisions. Aux États-Unis, en France, c'était toujours comme cela. Et en Côte d'Ivoire, parlant de volonté politique, mais je veux dire, il y a des actions qui sont menées. Il y a des actions qui sont menées. Moi, j'aurais souhaité qu'ils partent un peu plus loin parce que à l'époque, il y avait une vision qui était proposée. On a vu la création du CNRA, de l'ANADER, toutes ces structures techniques qui étaient rattachées au ministère de l'Agriculture étaient chargées de pouvoir renforcer le système agricole, soit par la recherche, soit par l'encadrement des acteurs, des producteurs. Et il faut noter aussi que cette partie du monde-là a vécu des longs moments de crise militaire qui a fait qu'à un moment donné, on ne pouvait plus mener de politique véritable à l'échelle nationale ou sous-régionale d'un point de vue d'intégration, tout simplement parce que quand un pays est divisé par deux, tout naturellement, la politique qui est menée à l'Est n'aura pas la même répercussion qu'à l'Ouest. On prend le cas, par exemple, du Sénégal, ou le cas du Mali, ou du Burkina, qui est plus ou moins freiné par cette histoire de terroriser tous les coups d'État qui sont vraiment succédés. C'est de même en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, depuis 2024, le gouvernement ivoirien a mené un ensemble de programmes dans le but de renforcer surtout ce secteur, de sorte à ce que effectivement il y ait une répercussion sur le coût de la vie, parce que c'est une situation qui est vraiment décriée par les populations. Et donc avec la BAD et le gouvernement chinois, un ensemble de financements qui a été apporté à hauteur de 370 milliards de francs CFA pour lancer un programme qu'on appelle le programme de production alimentaire d'urgence, qui vise à accompagner 800 000 producteurs au niveau national pour renforcer la productivité avec près de 796 000 tonnes de riz qu'on projette en termes de production, 546 000 tonnes de maïs et 2 millions de tonnes de manioc. Et cette politique-là est menée comment? Par la distribution des engrais, des intrants et tout ce du matériel même agricole pour pouvoir accompagner les producteurs. Mais effectivement, là, on voit une volonté. Mais la difficulté, c'est dans la planification et l'exécution. Parce que très souvent, et c'est la difficulté qu'on a pu constater sur le terrain, c'est que les structures techniques en charge, notamment l'ANADER, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, au Mali, ça, c'est surtout l'armée qui gère cela. Mais en Côte d'Ivoire, l'ANADER, c'est une structure technique qui n'est pas forcément, qui ne maîtrise pas forcément les zones
d'un point de vue culturel ou les zones d'intervention qui ne maîtrisent pas forcément les producteurs. Alors permettez-moi de vous couper, de poser cette question. Quand on voit un peu ces initiatives qui sont menées pour le cadre de la Côte d'Ivoire, on voit aussi que des initiatives un peu similaires sont menées, sont lancées conjointement au Sénégal. On voit aussi qu'au Burkina Faso, quelque chose de ce genre est en train d'être mis en place. Est-ce que finalement c'est une volonté, je veux dire, collective? Est-ce qu'il y a des institutions qui essaient de pousser un peu ces États à aller dans ce sens? C'est dans le cadre de la lutte pour la sécurité alimentaire, parce que c'est pas que la Côte d'Ivoire, il y a 34 autres pays qui bénéficient de cet accompagnement-là à travers la Banque mondiale. Et comme j'ai cité tout à l'heure, en Côte d'Ivoire spécifiquement, c'est le gouvernement chinois et la BAD. Et ce n'est pas que la Côte d'Ivoire qui est dans ce processus-là, c'est un ensemble de pays dont le Sénégal, la Guinée, le Mali, en tout cas la plupart des pays africains sont situés dans ce contexte-là, et l'un des éléments qui fait que on essaie d'aller dans ce contexte, c'est le fait qu'il y a quand même le réchauffement climatique qui a un impact sur la productivité en termes agricoles, parce que il y a le bouleversement climatique fait que les terres ne sont plus performantes en termes de production, en termes de fertilité, et donc il faille pouvoir améliorer les nouvelles variétés de semences et tout ça. Deuxième chose, il y a la crise en Ukraine que M. Alain vient de numérer, la crise qu'il y a eu en Ukraine, qui est pour beaucoup en termes d'impact sur, je vais dire, la production céréalière et tout ce que cette partie du monde apporte aux autres pays africains. Et cette crise qui a eu un impact au niveau mondial a fait que les États qui importent, les plus gros importateurs de riz, notamment la Thaïlande, le Vietnam et la Chine. Les plus gros exportateurs du monde. Les plus gros exportateurs de riz. La Thaïlande, le Vietnam et la Chine ont décidé de faire du protectionnisme. Donc, ils gardent une partie de leur production. Donc, ils réduisent carrément ce qu'ils ont l'habitude d'exporter. Après cet instant-là, on sera face à la famine. Parce que si il y a une partie du monde qui n'arrive pas à pouvoir nourrir la population, parce que la quantité d'importation des différents produits ne sont plus comme avant, alors que la démographie est dynamique, ça pose problème. Donc, c'est vraiment pour anticiper sur ce drame humanitaire qui pourrait arriver, et que on a vraiment cette politique globale qui est menée, où tous les États, il y a un ensemble d'États qui en bénéficient. Un ensemble d'États qui en bénéficient. Je vois que vous voulez rebondir, mais avant de rebondir, moi j'ai une question. Tout à l'heure, quand on parle de ces semences et autres, quelle place occupe la recherche scientifique et technologique dans ce domaine-là? Parce qu'aujourd'hui, on voit les populations, mais c'est cultivé sur de grandes parcelles, alors qu'elles peuvent cultiver sur de petites parcelles, mais avoir des rendements meilleurs. Quelle place occupe la recherche scientifique? La question que vous posez, ça rentre dans le cadre du rebondissement que j'ai voulu faire tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai parlé de la volonté politique. Vous savez, au lendemain des indépendances, nos États ont connu ce qu'on appelle une spécialisation primaire des économies. Et généralement, la Côte d'Ivoire et certains autres pays ont connu ce qu'on appelle une spécialisation primaire de leur économie, notamment avec le binôme café-cacao. Donc, le président Feu-François-Boin, qui hérite alors de ce pays, va mettre en place un système de recherche à travers la création de plusieurs structures techniques, parce que sa volonté, c'est de faire de la Côte d'Ivoire le premier pays producteur de coton, comme on appelle ça, de café, de cacao, mais en même temps de diversifier les différentes productions industrielles, notamment avec le coton, la canne à sucre et le palmier à huile et l'EVA maintenant. Vous savez, grâce à cette volonté politique, avec les recherches mises en place, les variétés de cacao développées, les conditions climatiques et la disposition des terres va permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre cet objectif. Je vous assure que si ce même objectif avait été fixé pour les cultures telles que le riz, avec une volonté politique ferme, on aurait atteint ces mêmes objectifs avec des centres de recherche, avec la recherche-développement, avec même l'expertise internationale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de solliciter l'expertise asiatique en matière de production rizicole? Rien ne nous empêche. Si aujourd'hui, je me rappelle qu'en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que le président Bédié ne quitte le pouvoir, il n'y avait pas de prospection, il n'y avait pas d'extraction pétrolière en Côte d'Ivoire. Mais les régimes qui se sont succédés ont fait de ça une priorité. Parce que leur objectif est de faire de la Côte d'Ivoire un pôle énergétique dans l'espace sous-régional.
Mais la Côte d'Ivoire est en train d'atteindre cet objectif. Tout ça parce qu'il y a une volonté politique qui accompagne. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? Pour revenir à votre question, c'est que le volet recherche, que moi j'appelle recherche-développement, est très capital dans la réussite de cette activité. Pourquoi c'est capital? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs problématiques à prendre en compte, telles que celle du réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, mettre en place des variétés de produits qui puissent permettre de se développer et de produire de façon massive dans un contexte de réchauffement climatique s'inscrit dans ce qu'on appelle l'adaptation. L'une des stratégies pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc pour cela, il faut insérer la recherche scientifique. La recherche scientifique ça implique un coût financier. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais depuis les années 2012-2015, on parle de ce qu'on appelle les CDN, les contributions nationales, contributions déterminées nationales, qui nous ont été, je dirais, imposées sous l'égide du FMI, de la Banque mondiale, qui est une contribution de chaque État dans la lutte contre le réchauffement climatique, moyennant une cagnotte plus tard qui tombera pour les bons élèves. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. Donc, il va falloir prendre en compte la problématique du réchauffement climatique, prendre en compte le financement de la recherche qui accompagne la variété de produits, prendre en compte la disponibilité des espaces, prendre en compte l'encadrement de ce personnel-là qui va œuvrer aujourd'hui dans cette dynamique agricole. Ne faut-il pas oublier qu'en Côte d'Ivoire, je dirais, pour ne pas dire en Afrique, pour faire de façon régionale, le secteur agricole emploie pratiquement 60 à 65% de la population active. Donc, ce sont des indicateurs qui montrent que nos États devraient pouvoir plus s'investir dans la recherche, dans les financements, dans la disposition des terres, mais aussi dans la régulation des politiques, pour que ce secteur puisse connaître un essor. Sinon, on sera toujours en train d'importer du riz de l'Asie. Alors, question de volonté, on a vu quand même quelques initiatives. On a vu ce qui s'est fait au Nigeria. On a même vu en Côte d'Ivoire, il y a eu un ministère qui a été exclusivement dédié au développement du riz, mais on voit encore que les choses piétinent. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué dans la chaîne? Moi, personnellement, c'est avec beaucoup de joie que j'ai accueilli ce ministère. Au moment où certains disaient qu'il y avait un gouvernement pléthorique, mais moi je disais qu'au moins, ce gouvernement-là, ce ministère-là pourra se focaliser exclusivement sur la question du riz. Mais ce ministère n'a pas fait long feu, comme on le dit, il a été supprimé, il a été rattaché au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Ça montre encore une fois de plus la problématique de la volonté politique. Moi, je le dis et je le redis. Nos continents africains regorgent de moyens, de ressources naturelles qu'il faut pour produire en masse. Il faut la volonté politique qui accompagne. Alors, sur la question du riz, avant même que ce ministère ne soit créé, il y avait une structure qui existait déjà, l'ADERI. L'ADERI est au niveau du ministère de l'Agriculture chargé de gérer, de piloter tout ce qui est politique lié au secteur du riz. Et quand l'ADERI centralise tous les projets qui viennent, mais on est confronté généralement au problème de management et de gouvernance. Je pense que c'est l'un des éléments même qui a fait que le ministère du riz a disparu. Aujourd'hui, regardez le ministère de l'Agriculture. On a rattaché un élément, un portefeuille des productions vivrières. Tout simplement parce qu'il y a une volonté derrière. Elle peut ne pas être suffisante, mais je vais dire en termes de décision, on voit la volonté. Maintenant, sur le terrain, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'analyser comment est-ce que les différents projets et actions sont véritablement menés. Parce que si on va distribuer de l'engrais gratuitement aux populations et qu'on se rend compte que au lieu de distribuer d'abord la semence, on distribue l'engrais avant de distribuer la semence, mais le producteur il a besoin d'abord de la semence avant l'engrais. Donc au moment où vous allez distribuer la semence, mais il a déjà vendu l'engrais. Quand vous allez faire les choix, les différents choix des producteurs, si ce ne sont pas des organisations contacts avec les producteurs là, que vous associez et que vous prenez seulement vos techniciens pour aller vers des producteurs que vous ne maîtrisez pas, c'est des coiffeurs, c'est des chauffeurs à qui vous allez donner de l'engrais, qui ne sont pas des producteurs. Donc je vais dire que à ce niveau-là, il y a un problème. Donc on peut au niveau hiérarchique, au niveau, on peut dire avec la Chine ou n'importe quel partenaire économique, on peut décider d'un bon programme. Mais si on n'arrive pas à mieux coordonner les actions sur le terrain et que ça devienne une sorte de concurrence en perdant de vue l'objectif qui est visé, on va toujours avoir l'impression qu'on patauge. Les années 1960, mais on était dans une Côte d'Ivoire qui était plus disciplinée que la Côte d'Ivoire de 2024. Et ça, c'est clair, ce n'est pas la même Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de 1960 n'est pas la même Côte d'Ivoire de 2024. Donc, je vais dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez vu au Sénégal, par exemple, qu'est-ce qui a été fait? Mais ils ont financé une partie
de l'engrais et des intrants de sorte à ce que le coût baisse de 20%. Donc l'engrais qui était acheté peut-être à 60 000 francs, le sac en griffe, mais les producteurs ont pu acheter l'engrais à 40 000 francs. Ce sont des éléments motivateurs. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais si c'est un début de politique qui peut déjà apporter des solutions qui peuvent régler un certain nombre de choses. Dans le secteur agricole, toujours, il y a l'IFC, qui est une banque qui est rattachée à la Banque mondiale, qui est chargée du financement du secteur agricole, et l'OCP, qui est une grande structure marocaine, qui accompagne, qui est l'un des partenaires privilégiés de la Côte d'Ivoire dans la recherche de l'engrais, et qui accompagne le gouvernement ivoirien, surtout dans ce secteur-là, qui ont mis une plateforme pour renforcer ce secteur-là en accompagnement le secteur privé, notamment dans la transformation et dans la vente et la matérialisation des produits. Et ils font la promotion. Il y a de nouvelles techniques aujourd'hui avec le réchauffement climatique. On insère ce qu'on appelle l'assurance agricole. C'est un nouveau produit qui est proposé aux producteurs de sorte à ce que sur le producteur qui ne maîtrise plus le cycle des saisons, parce que ça change. Si aujourd'hui, il s'engage sur une production et qu'il est assuré et que la production, à cause du changement climatique, il y a un impact et que la projection qui est faite, il n'a pas pu atteindre globalement l'objectif de la production, mais l'assurance va venir combler le manque à gagner de sorte à ce que l'impact ne puisse pas vraiment déséquilibrer le producteur dans ce qu'il fait. Donc voici plus ou moins, je cite ici, l'ensemble des actions qui sont menées, mais qui n'étaient pas menées peut-être il y a 2 ans, 3 ans. C'est maintenant récent ces actions-là. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui on est confronté à un problème de management. Il faudrait que dans la planification, ça se fasse vraiment avec beaucoup d'approches et qu'on associe des structures contacts qui maîtrisent véritablement le terrain pour... Il ne s'agit pas de donner des chiffres globaux, 800 000 producteurs, mais il faut s'assurer que ces 800 000 sont véritablement producteurs, ces 800 000 ont vraiment des terres, ces 800 000 ont vraiment utilisé les produits comme il faut, et le calendrier agricole est respecté. Et ça, ce sont des structures qui ont donné une sorte de dévotion à la pratique volontaire, comme des ONG, comme je connais l'ONG ADRT, qui fonctionne très bien dans ce sens-là. Il y a d'autres ONG et d'autres organisations qui peuvent aller dans ce sens-là, accompagner les différents États, accompagner le gouvernement, et que les États doivent travailler avec eux. Les États doivent travailler avec eux, je rebondis sur ça, parce qu'on a vu récemment dans l'un des conseils des ministres au niveau de la Côte d'Ivoire, où il était question de mettre en place des unités de fabrication de matériel agricole, d'engins roulants pour soutenir le monde agricole. Est-ce que vous pensez que cela rentre dans la dynamique de renforcer les politiques agricoles? En effet. On parle de mécanisation. En effet, mais ça concourt à la mécanisation. Parce que vous savez, il y a un président du parti politique qui a dit ceci: il ne sert à rien d'avoir des ressources si on n'a pas la capacité de les transformer en produits finis ou produits semi-finis. Vous savez, vos produits agricoles que vous avez, que vous prenez bord champ, vous pouvez exploiter pleinement leur potentiel lorsque vous arrivez à les transformer en produits finis ou produits semi-finis. Or, pour opérer cette transformation, il va falloir que des politiques accompagnent. D'abord, il faut mécaniser l'agriculture pour produire en masse. Parce que quand vous voulez avoir une unité agricole, ça veut dire que vous avez des matières premières. Mais les matières premières doivent être en abondance. Donc il faut avoir la capacité de produire en masse. Pour cela, il faut avoir une mécanique, il faut mécaniser l'agriculture. Maintenant, lorsque votre agriculture est mécanisée, il va falloir maintenant passer à un volet de transformation. Même si c'est une transformation, je dirais, qui n'est pas trop substantielle, mais cette transformation-là nécessite un certain matériel dont vous venez de citer. Donc pour cela, moi j'affiche mon satisfaction au regard de la décision gouvernementale issue des conseils des ministres visant à comme on appelle ça, à mettre à la disposition des unités agricoles un certain nombre de matériels de sorte à ce que on marche vers une mécanisation vraiment véritable. Et cet élément-là, ce point est très important, il est très capital. Mais encore, je vais ajouter pour dire qu'il faut aller encore un peu plus loin. Pour moi, cet acte-là n'est rien d'autre qu'un petit élément. Mais on peut aller un peu plus loin. On peut même être capable, pourquoi pas, d'avoir des rendements à l'hectare exceptionnels, puisque les conditions naturelles, les conditions humaines sont disponibles. Mais c'est pour arriver à ces rendements considérables que ces actions sont en train d'être menées. Ici, on donne de l'engrais, ici, on parle de mécanisation, c'est la jonction, c'est la combinaison de tout ça plus tard qui va donner cette... Mais il y a un élément même qu'on allait peut-être passer sous silence.
la question du réchauffement climatique, la question des variabilités pluviométriques, c'est aussi une problématique à prendre en compte. Parce que même pour le riz, lorsque vous plantez, on sait que le riz, c'est une culture qui est exigeante en eau. Il faut qu'il pleuve. Même s'il n'a pas plu, on doit avoir des barrages hydro-agricoles, du moins, ce qu'on peut utiliser pour irriguer. Merci pour le mot. Donc, et puis, il y a aussi la problématique de la maîtrise de l'eau. Aujourd'hui, l'eau n'est pas maîtrisée en Afrique subsaharienne. Je vous assure, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous demandez à un Sahélien de venir faire 2 semaines en Côte d'Ivoire. Quand il repart, il vous dira qu'en Côte d'Ivoire, vous ne maîtrisez pas l'eau. Il vous dira que dans cette région-là, vous avez une mauvaise capacité à gérer l'eau. Parce que les ressources qu'on a, ils ne l'ont pas. Donc imaginez-vous, nous sommes dans une dynamique où on arrive à maîtriser l'eau, on arrive à s'adapter au réchauffement climatique. Il y a des politiques, je dirais, véritables qui accompagnent. Des hommes sont formés, des structures techniques qui encadrent. Les résultats ne peuvent que suivre. Mais il est important de dire que ces genre de résultats ne se mesurent pas sur 1 an, 2 ans, mais sur, je dirais, le moyen terme minimum. Pour avoir des résultats tangibles. On va dire sur quelques années pour voir les résultats de ce que cela donne. Messieurs, merci en tout cas pour vos contributions. Je rappelle que nous étions avec Alain Kouadio et Serge Patrick de Souza. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission consacrée au renforcement des politiques agricoles en Afrique. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programmes sur nos antennes.